Bonjour à tous et bienvenue pour CBA numéro 296 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de trade et on va parler en particulier de l'échange de Dejounte Murray aux Pelicans. Je vais essayer de vous expliquer la vraie raison de cet échange. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, le trade de Dejounte Murray chez les New Orleans Pelicans est un peu le secret, la vraie raison de pourquoi est-ce que les Pelicans ont fait ce trade. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas totalement du clickbait, on va le dire en anglais parce que c'est plus poli qu'en français. Mais non, je pense qu'il y a vraiment une raison un peu derrière qui passe non plus si évidente, mais on y reviendra. Mais bon, vous m'excusez, je suis un peu en retard au niveau de la free agency. C'est vrai que j'avais pas pu en faire à l'époque, mais c'est pas grave. J'avais quand même 2-3 trucs à dire. Donc là, j'ai un peu de temps avant le mois de septembre. On peut le traiter maintenant. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, en tout cas moi, ma première réaction, c'était je suis pas fan. Je suis pas fan pour les Pelicans, notamment. C'est pas non plus un trade majeur, mais vu que je suis relativement bas tout de même sur Dejounte Murray, j'étais pas hyper fan, alors que je suis pas trop fan de Murray. J'aime bien ce qu'essayent un peu de construire les Pelicans. Vraiment pour la réaction primaire de base. Et en plus, c'est deux équipes qui sont les deux un peu intéressantes, quoi, pour le coup. Entre les Hawks, qui sont en reconstruction, enfin, plus ou moins en reconstruction, avec plein de joueurs intéressants, et les Pelicans aussi, qui sont un peu dans le même état, je trouve. Donc, pas non plus un trade majeur, mais tout de même un trade assez intéressant. Et à la fois, je pense que, et c'est peut-être aussi ce qui rend le trade à ce point intriguant pour moi, c'est que c'est un joueur qui, d'un côté, peut être un peu incompris, et de l'autre, enfin, ça va un peu avec, mais qui est aussi un peu polarisant. Je pense que vous ne serez pas passé à côté du fait que c'est un joueur qui est relativement inefficace. Le grand public s'en fiche un peu de l'efficacité, mais c'est vrai que en termes d'analyse, c'est quand même un élément, enfin, pour un jeu à somme nulle comme le basket, pour le coup, où tu as un nombre limité de possessions, l'efficacité, c'est un peu tout. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut comprendre que pas mal d'analystes un peu avertis, finalement, soient un peu moins fans que, on va dire, le grand public des Dejounte Murray, qui voit surtout les points par match et qui fait pas trop attention à l'efficacité. Mais là encore, on va y revenir. Dans tous les cas, c'est un joueur un peu incompris en partie, mais surtout très polarisant, je trouve, entre le clan points par match et le clan efficacité, pour le caricaturer très très grossièrement. Mais c'est vrai que, malgré tout, j'ai quand même un peu envie de défendre ce trade. En tout cas, dans une certaine mesure, je vais essayer de vous présenter l'argumentaire pour ce trade de Dejounte Murray aux Pelicans, pour sans doute des raisons qui, à mon avis, sont pas si évidentes que ça, ou peut-être pas celles auxquelles on pense, à mon avis. Je vais faire de mon mieux, je suis pas non plus convaincu totalement, vous allez voir que il y a 2-3 si, donc c'est pas sûr, et moi-même je suis pas fan de base du joueur, mais pourtant, je pense qu'il existe un monde où ce trade peut être assez intéressant, même plus que assez, même très intéressant pour les Pelicans. Donc allons-y, je peux rappeler déjà le trade dans un premier temps. Cet échange, le trade, c'est les Pelicans qui reçoivent Dejounte Murray. Et puis de l'autre côté, les Atlanta Hawks qui reçoivent Larry Nance, parce que il faut bien équilibrer les salaires. Donc le contrat de Larry Nance c'est quand même assez volumineux, non, mais ça permet d'équilibrer la balance. Plus Dyson Daniels qui lui est jeune, donc petit contrat rookie. Donc c'est pas lui qui va faire la balance, mais il y a l'attrait sportif de Dyson Daniels, sans doute un peu plus. EJ Liddell aussi fait partie de l'échange, mais je crois qu'il a été coupé depuis. C'est un peu dommage parce que EJ Liddell, avec un nom comme ça, il faudrait qu'il réussisse, notamment pour qu'on fasse la blague. EJ Liddell est super bon sur drive. Palam pam pam. Bref, pardon, excusez-moi. Et non, surtout, il y a aussi 2 tours du premier choix de la draft future. Donc Atlanta se débarrasse entre guillemets de Dejounte Murray, ou plutôt l'échange contre Larry Nance, qui était un intérieur polyvalent, Dyson Daniels, un jeune, plus 2 choix du premier tour. Et ces choix, lesquels sont-ils ? Nous avons le choix 2025 des Lakers, vous savez, qui a été à la base dans l'échange de Davis, l'échange de 2019 à l'époque, mais le pick n'a pas arrêté d'être repoussé vis-à-vis des protections, etc. Donc on est en 2025, il va tomber pour de vrai, je crois, cette année. Donc le choix 2025 des Lakers, ça sera pas non plus un top choix, mais ça peut être un choix pas mal. Non, peut-être pas 30e, quoi, je veux dire, mais peut-être autour de la 20e place. Et puis un autre choix, le deuxième choix futur, c'est le moins bon pick entre Milwaukee et les Pelicans en 2027. Bon, je pense qu'il y aura encore Giannis, je pense qu'on sera encore sur une bonne équipe, donc le choix le moins bon entre Milwaukee et les Pels,
possiblement, ça peut être un choix 26, 27, 28 là pour le coup. Vu que Milwaukee pourrait encore être assez bon en 2027, hein, ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça déjà. Hein, l'an prochain, on est déjà en 2025. Hein. Mais bref, donc voilà pour le package finalement. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour le coup, le trade était déjà un peu dans les cartons apparemment dès le mois de février et dès la trade deadline. Il n'a pas été concrétisé à ce moment-là, évidemment, mais les insiders nous disent que voilà, on avait déjà commencé un peu déjà à discuter de la structure de cet échange déjà en février, et puis donc ça a enfin été concrétisé cette intersaison au mois de juillet. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai présenté le trade dans les détails, maintenant il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce que Atlanta a fait ce trade? Pourquoi est-ce qu'Atlanta a voulu lâcher Dejounte Murray? Bon, je pense que on peut qualifier, sans être trop sévère avec le joueur, mais en tout cas, on peut qualifier ce passage et ce projet comme un échec. La période Trae Young et Dejounte Murray est un peu un échec, et c'est pas non plus pour dire j'avais raison, parce que bon, c'est jamais bien de dire j'avais raison. Moi, je fais plutôt des trucs pourquoi j'avais tort. c'est plus marrant. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, hein, on a eu un peu confirmation de tous les doutes qu'on avait émis il y a 2 ans à l'arrivée de Dejounte Murray. Je crois que le podcast que j'avais fait un peu à l'époque, ça s'appelait le mythe du stopper défensif, le trade de Dejounte Murray à Atlanta, et le mythe du stopper défensif, un truc comme ça. Et c'est vrai que, bon, c'est quand même assez facile à lire. À l'époque, la lecture qui avait été faite, on avait affaire avec une équipe très offensive, avec Trae Young, Kevin Huerter, etc., qui sortaient de finale de conférence 2021. Surprise, mais tout de même, bon, ok. 2022, ils avaient été un peu décevants, mais grande saison offensive, ça on pouvait pas le retirer. Et c'est vrai que le but à l'époque de ce transfert, c'était clairement la défense. En tout cas, c'était un peu l'idée, mais c'était un peu... Bon bref, je vais détailler. La défense d'Atlanta, 2022, très bonne attaque, excellentissime saison de Trae Young d'ailleurs, 2022. Mais par contre, la défense était 26e. 26e défense de NBA, donc 26e sur 30, hein, c'est extrêmement mauvais. Et Dejounte Murray est arrivé et on a fait 21e au defensive rating et 26e. Les 2 années avec Dejounte Murray, 21e defensive rating et 26e. Et là, je vous entends déjà me dire « Oui, mais c'est pas que lui, la défense. » Et en fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'était même tout le propos de l'époque. Le propos en 2022, et à l'époque du trade, c'était même tout le propos de dire « Bah non, un défenseur de ligne extérieure on-ball ne fait pas une défense. » Alors que on avait un peu l'impression que c'était ça le but caché, en un sens, hein, cet échange avec Murray. C'était un peu l'idée de, vous savez, le côté... on va pouvoir avoir Dejounte Murray, vu qu'on a Trae Young qui est un mauvais défenseur, on met Dejounte Murray à côté, comme ça on permet de cacher Trae Young, et on va pouvoir envoyer Dejounte Murray sur les fameuses missions défensives, un terme que j'aime pas du tout, parce que ça correspond plus trop à la NBA d'aujourd'hui. Et voilà, ce que je développais aussi il y a 2 ans, c'était un peu cette idée le mythe du stopper, c'est que dans la NBA d'aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. La NBA a évolué, comparé à la NBA très match-up qu'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 surtout, mais ça marche plus comme ça. Donc je pense que le raisonnement de se dire on va mettre un bon défenseur parce qu'on a Trae Young qui est mauvais, donc on met un bon défenseur à côté, comme ça Trae Young fait l'attaque et puis Dejounte Murray aussi, mais surtout la défense, le meneur adverse va être défendu par Dejounte Murray. En fait, c'est quand même plus complexe que ça aujourd'hui, dans le sens où déjà très simplement, premièrement, il y a la chasse au mismatch aujourd'hui en NBA. Donc si tu mets Dejounte Murray, je sais pas moi, sur Lillard, bon bah t'es gentil, mais Lillard il appelle un écran, il fait monter sur l'écran Trae Young et puis il obtient le switch, ou alors ça switche pas, Trae Young ne switche pas, mais il fait un edge et un edge and recover. Mais donc vu que ça switche pas, il y a un décalage, et donc le poseur d'écran peut glisser au panier ou en pick and pop, ou en tout cas il y a un décalage. Donc soit tu fais une chasse au mismatch assez basique et tu punis un non-switch, ou alors tu obtiens le switch que tu veux, voilà. Ou même en fait, il y a aussi dans la NBA actuelle le fait de pouvoir cibler des défenseurs en dehors de face au ballon. Donc c'est aussi là-dessus en partie que le mythe de on va mettre Dejounte Murray qui va être en mission défensive et cacher Trae Young ne marche pas, parce qu'aujourd'hui des mauvais défenseurs peuvent être totalement ciblés en tant que défenseurs off-ball. Ça arrive régulièrement qu'on place Jaylen Brown dans ce rôle du défenseur off-ball. L'exemple qu'on prend à chaque fois, mais parce qu'il était extrêmement marquant, c'est Chris Paul et sa séance du pick and roll à l'époque des Suns, qui avait attaqué Michael Porter Jr. qui était mauvais à l'époque, il est mieux depuis, mais en 2021, il cible encore et encore et encore Michael Porter Jr. en tant que défenseur off-ball. Le mec qui est loin du ballon, qui doit faire la rotation au panier, enfin, qui est un peu déchiré entre je fais la rotation au panier ou alors je reste sur le shooter. Et donc Chris Paul et les Suns s'étaient beaucoup amusés avec ça. Et donc voilà, Trae Young, c'est un peu pareil. Même si, admettons, alors que c'est pas le cas du tout, mais admettons que les soucis on-ball soient réglés. Comme dit, c'est pas le cas, mais admettons. Mais en fait, il reste quand même tout l'aspect de défense off-ball
ou dans la NBA actuelle avec plus de mouvements, des schémas défensifs qui doivent être plus polyvalents. Mais pourquoi? Parce qu'il faut répondre aussi aux mouvements offensifs. Donc ta défense doit être elle-même très polymorphe, très dynamique, et puis le danger peut venir de partout. Et puis quand tu as un pick and roll, il faut que le mec qui vient depuis le côté faible ou depuis l'aile, ils doivent gérer des rotations, faire des close-out, etc. Donc finalement, je pense que un mauvais défenseur off-ball, tu peux pas trop le sauver. En tout cas, pas avec Dejounte Murray. Et donc, c'est de là qu'était un peu venu le titre, hein, le côté le stopper défensif, et pourquoi ça, c'est pas une très bonne idée, parce que dans la NBA actuelle, c'est plus possible. Ok. Donc ça, c'est un peu le constat de base. Donc c'est pour ça que je dis, bah oui, je cite le defensive rating avec Dejounte Murray 21e et 26e, c'est aussi mauvais qu'avant son arrivée. Donc si vous me répondez, mais oui, mais en même temps, le defensive rating, c'est pas que Dejounte Murray, j'ai envie de vous dire, mais oui, mais c'est tout mon propos, justement. C'était tout le propos de l'époque, c'était de dire, mais ça marche pas comme ça, quoi. On peut pas faire un plug and play défensif comme ça avec un extérieur, et avec un extérieur off-ball. Si tu avais mis Rudy Gobert, ok, ça aurait changé les choses, sans doute, parce que un intérieur a à ce point un impact défensif, mais un extérieur, non. Donc, voilà, ça c'est aussi là-dessus où je pense que c'est un échec en partie. Et donc, on n'a pas l'apport défensif rêvé ou souhaité de compenser les manques défensifs de Trae Young pour permettre que l'équipe soit meilleure en défense, ok. Et dans le même temps, donc, s'il y a plein la défense, il nous reste un peu l'attaque. Et c'est vrai que l'apport offensif était moyen intrinsèquement, mais aussi moyen relativement à son contexte et aux Hawks, finalement, parce que on a quelqu'un dont le scoring on-ball n'est pas si efficace que ça, au final. Alors, ça dépend des cas, on va voir, mais globalement, on n'a pas à faire un score efficace du tout, mais qui pourtant a un plutôt bon volume. Donc, c'est-à-dire qu'un mec qui prend beaucoup de ballons, qui va scorer moins efficacement que la moyenne, finalement, à quel point t'as pas intérêt juste à qu'il n'existe pas, en fait, hein, que ce soit des role-players qui prennent des tirs, ou que tu fasses tourner, que tu fasses un peu plus parler du collectif, plutôt que lui. Bon, bref, ça, il y a un peu l'aspect d'efficacité qui est majeur, hein, comme dit, hein, un sport à somme nulle comme le basket, l'efficacité est reine, c'est la base de tout. Allez voir, c'est la scène dans Moneyball, vous savez, le He Gets on Base. Bon, voilà. C'est aussi simple et aussi basique que ça. Donc, il y a le scoring on ball, ou en tout cas avec la balle. Il y a aussi le fait que, contextuellement, chez ces Hawks, c'est un mec qui n'a pas trop de shoot à 3 points, en tout cas pas à des tonnes. Donc l'aspect aussi de menace off-ball à 3 points était pas trop là, vraiment pas. Surtout quand quand Trae Young avait la balle, on voyait qu'il y avait des schémas où les mecs l'abandonnaient, clairement. Donc ça n'aidait pas Trae Young. Et puis son playmaking est sympa, mais c'est pas trop de playmaking créatif, en fait, avec Dejounte Murray. On n'est pas du tout même chapeau que Trae Young, que des mecs comme ça. Je pense qu'on a un passeur qui a fait beaucoup de progrès par rapport à son époque où c'était que un défenseur, mais qui reste un peu un passeur académique, je trouve. Donc la plus-value n'était pas non plus énormissime, pour le coup. Mais bref, donc en plus de ça, on avait son attaque qui intrinsèquement était bof, finalement, mais qui en plus, donc contextuellement, venait un peu aussi désoptimiser Trae Young. Parce que quand Trae Young avait la balle, il n'avait pas un bon spacing, mais surtout, quand tu donnes la balle, sur les ballons des Dejounte Murray, ça veut dire que c'était Trae Young qui était off-ball. Et en l'occurrence, Trae Young off-ball, c'est pas hyper bon non plus. C'est un peu meilleur shooter à 3 points, tout de même, oui, on est d'accord. Mais la valeur de Trae Young, c'est pas de l'avoir off-ball. Donc, toutes les possessions où finalement c'est Dejounte Murray qui avait la balle et qui opérait, t'avais Trae Young off-ball, c'est des possessions où tu tires pas totalement, même pas du tout la valeur de Trae Young sur le terrain, en fait. Donc, en un sens, avoir un autre porteur de balle un peu majeur à côté de Trae Young, tu désoptimises Trae Young. Tu n'as pas le rendement maximum que tu pourrais avoir, au final. Donc, sans doute que l'idée, aussi, avec cet échange pour Atlanta, c'est de revenir à l'idée de base, un peu, on va retourner à fond dans ce qu'on appelle l'héliocentrisme, donc un terme qui désigne un terme d'astrophysique, où tout tourne autour d'un objet physique, une planète ou autre. Et donc en NBA, c'est tout tourne autour de Trae Young. Voilà. On revient un peu sur ce modèle-là qu'on avait connu avant, où, il y avait Kevin Werther, mais on était beaucoup sur l'héliocentrisme de Trae Young qui fait tout. Là, on échange Dejounte Murray, pas contre un porteur de balle, contre des role-players, et donc on va retomber sur une attaque 100% Trae Young, ou en tout cas en grande partie héliocentrique. Ok. Bon, ça c'était un peu le pourquoi pour Atlanta. La défense et l'attaque. Le pourquoi pour les Pelicans, je vous le garde pour après, évidemment, mais je veux quand même un peu rester sur Atlanta et finir. Atlanta, quel est un peu le truc, quels sont un peu les autres éléments qu'on peut évoquer dans cet échange. Bon, déjà, il y a le fait que se débarrasser de Dejounte Murray, en soi, c'est un plus,
pas que par rapport à lui, c'est pas lui le joueur qui est très mauvais, c'est aussi contextuellement et dans cette équipe-là, avec ce fit-là, le fit n'était pas si bon que ça, donc ça c'est un plus pour moi. Mais en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que tu perds pas grand-chose dans l'échange, au final. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que faut se souvenir que le trade en 2022, le prix est très 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 élevé pour Dejounte Murray. Le prix en 2022, c'est 3 futurs premiers choix de draft, plus un swap, c'est-à-dire un échange de pics. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la règle en NBA où tu peux pas échanger, par exemple, tu peux pas échanger dans le futur le choix 28 et 29, 2028-2029, tu peux pas échanger deux choix consécutifs, donc la règle qu'ils ont trouvée, l'astuce, c'est t'échanges 28 et 30, et le 29, tu fais un swap, c'est-à-dire tu donnes pas ton pic, juste tu offres la possibilité à l'autre d'échanger son pic avec toi. C'est-à-dire que c'est pas Atlanta qui donne le pic et donc les Spurs ont 2 pics, c'est juste, les Spurs, tu pourras choisir le meilleur choix entre le mien et le tien. Voilà. Mais donc c'est un peu une manière contournée. Grosso modo, on peut dire que c'était quasiment 4 premiers tours de draft pour Dejounte Murray. C'était un prix énorme. Vraiment. Alors, cet été-là, il y a eu d'autres prix assez conséquents, notamment Rudy Gobert, et certains parlent encore du prix de ce trade. Mais voilà, il y a eu un peu flambé du marché, et clairement, pour moi, il y avait un surpayage assez évident de la part d'Atlanta pour Dejounte Murray, et même on était au point où, non seulement ils avaient surpayé, mais en plus, on l'avait dit, le fit était pas top, donc en plus, pour le côté le rééchanger, ça va être compliqué, parce que il sera pas optimisé, il sera pas dans de bonnes conditions, qui va vouloir d'un Dejounte Murray qui a cette valeur-là, etc. Bon, ça allait être compliqué, et au final, je trouve qu'au final, Atlanta fait plus que bien s'en sortir, en fait. Ils ont un retour qui est de très grande qualité, à mon sens. Donc, en fait, ça vient totalement sauver, entre guillemets sauver, le trade de 2022 qui me paraissait assez contestable, pour le coup. Là, tu as 2 futurs premiers tours de draft, donc pas que des géniaux, on est d'accord, on l'a détaillé, ça pourrait être 20 et 25, clairement, mais c'est quand même 2 futurs premiers tours de draft, plus Tyson Daniels. Je sais pas quel est votre avis sur lui, mais moi je suis assez chaud, donc c'est aussi un jeune talentueux. Franchement, ce package-là, moi je peux le dire, pour moi c'était inespéré. Je connais pas non plus toutes les nuances, et parfois on est surpris par le marché, mais je pensais pas qu'il y aurait une telle offre, mais on va y arriver sur le prix de pourquoi est-ce que les Pelicans ont mis ce prix-là, on va y arriver. Et bon, pour le coup, il faut aussi dire que moi j'ai quand même beaucoup critiqué Atlanta, et pas que moi, on est quand même beaucoup à critiquer Atlanta, et surtout depuis 2022 en fait. Avec ce trade, ce surpayage, je sais même pas si ça dit, c'est pas très beau comme mot. En tout cas, ils ont surpayé pour Dejounte Murray, et c'était un peu le pic de, je vais pas dire l'incompétence, mais un peu le paroxysme des mauvais moves d'Atlanta à l'époque, donc cet échange de Dejounte Murray aux Hawks. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on connaissait le contexte autour qui était une histoire bizarre avec le GM qui était à la base Travis Schlenk, si vous vous souvenez bien, qui arrive en 2017 chez les Hawks, et de suite il y a cette idée de, souvenez-vous, un peu construire Golden State 2.0. Il y avait cette idée qui avait un peu flotté, notamment parce que lui a été assistant GM aux Warriors entre 2005 et 2017. Donc, il y a pas mal de bons coups chez les Warriors en tant qu'assistant GM où il a participé, tout ce qui était draft de Draymond Green au 2e tour, Festus Ezeli, etc. Enfin, voilà, tous les Warriors qu'on connaît. Il était apparemment, il était loué pour ça, pour ce côté évaluation de joueurs. Et puis, surtout, il draft Trae Young, qui, aujourd'hui, on le connaît un peu plus, mais à l'époque de la draft, il y a un peu cet aspect de « Oh, il a un pull-up comme Stephen Curry ». Je caricature, mais il y avait un peu de ça quand même à l'époque. Donc voilà. Et puis, il y a aussi eu le coup de Kevin Huerter, draft 2018 également. Voilà, là encore, on a vu qu'il a ce background de Golden State et vu que ça fait un peu Curry, Klay Thompson, Trae Young, Huerter, il y avait un peu scié, mais bon, au-delà de cette idée un peu caricaturale du nouveau Golden State, il y a quand même de bons moves. Et d'ailleurs, avec de la réussite, on est d'accord, mais les équipes qu'il a construites étaient quand même pas mal, quoi. Entre les finales de conférence surprise, parce que l'effectif est bancal, mais tu tombes contre des Sixers pas bons, qui n'ont pas très bien performé, tu passes. Voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses faites par ce GM. Et le truc, c'est que 2022, non seulement on a ce trade qui est mauvais, mais en plus, on est un peu en plein milieu de l'histoire un peu bizarre. Il se fait virer. En tout cas, il est un peu mis sur le côté par la franchise, par Atlanta, notamment parce qu'il y a le fils du propriétaire qui veut un peu se mêler de tout ça. Bon, c'est jamais bon signe, parce que lui, pour le coup, il n'a pas le bagage il a passé 15 ans en tant qu'assistant GM, pour le coup. Donc, il y a le fils du proprio qui vient là-dedans. Il y a Landry Fields qui est nommé GM, alors que
Landry Fields, l'ancien joueur, hein, coqueluche des Knicks à l'époque, mais qui avait fait, il a fait quoi 5 ans, peut-être un peu plus, en tant que dans la franchise des Spurs, mais pas du tout assistant GM, hein, je crois pas, ou en tout cas pas l'assistant star GM. Et donc il est nommé là-dessus, mais aussi parce qu'il a des relations avec le fils du propriétaire, etc., etc. Bref, donc on était un peu dans le paroxysme de c'est mal géré. Et c'est un peu dommage, parce qu'ils avaient bien commencé, et puis il y a le fils du propriétaire qui m'a ramené sa graine, on fait virer Travis Schlenk qui avait fait un bon boulot, il y a Landry Fields, il y a ce trade qui est clairement un peu surpayé, et il y avait un peu ce côté de, voilà, quand t'es le fils de propriétaire et que t'es un fan lointain de NBA, tu t'y connais pas, tu vois les points par match, et tu vois la défense, tu vois les highlights, mais tu vois pas, tu vois pas la complexité aussi du joueur, l'efficacité, ou plein d'autres paramètres comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que, pourquoi est-ce que je raconte un peu tout ça? C'est pour dire que, franchement, depuis un an, c'est assez remarquable. Je trouve que depuis un an, on n'est pas du tout dans cette caricature de plein de mauvais choix qui s'accumulent. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses, en fait, qui sont faites depuis quelques mois à Atlanta. Ce trade-là, pour moi, est un exemple de ça. Le trade et le développement aussi de Jalen Johnson, plus le fait d'avoir nommé Quinn Snyder, qui, à mon avis, est un excellentissime coach NBA. Enfin, voilà, j'ai beaucoup critiqué Atlanta quand je trouve qu'ils étaient critiquables. Là, il faut dire aussi que, pour moi, sans faute, je sais pas, mais on est quand même sur une série de très très bons moves de la part d'Atlanta, donc c'est notable et il faut le noter. Et puis surtout, donc, je disais 2 futurs premiers choix de draft. En fait, je pense qu'on peut presque dire 3, parce que Dyson Daniels, grosso modo, il faut le considérer un peu comme un premier tour de draft, en fait. Mais limite, en fait, même plus que ça, c'est un premier tour de draft qui a déjà payé, en un sens. Et payé, pas dans le sens ça va être une star, hein, mais payé dans le sens où on sait que c'est un bon joueur NBA. Alors que, dans un peu la réalité des probabilités de draft, vous regardez les tableaux de proba depuis 10, 15, 20, 30 ans, vous voyez que si vous êtes à moins d'être un pic dans le top 5, plus vous descendez, plus la proba elle est infime de trouver non pas une star, mais ne serait-ce qu'un joueur de rotation. Combien est-ce qu'on a de busts ou de mecs qui font des carrières, enfin pas de carrière, en étant draftés 8e, 12e, 15e, 18e, etc. Donc au final, on a 2 futurs choix draft, et même Dyson Daniels, qui est un choix draft, parce qu'il est encore très jeune, pour ça que j'en parle comme ça, mais avec déjà une certitude qu'il a réussi, quoi. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, on peut enchaîner un peu sur Dyson Daniels, que moi j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous, vous le savez, si vous écoutez le Basket Lab un peu régulièrement. Et j'aime beaucoup pour le package, mais en plus, pour Atlanta, c'est un joueur extrêmement jeune, qui a été choisi dans le top 10 en 2022, donc il n'y a même pas 2 ans, hein, pour le coup. Il était sophomore cette année, 8e choix en 2022, donc il y a pas mal de talent pur. Et puis encore très jeune, il a 21 ans. Donc c'est... Enfin voilà, c'est une vraie pièce pour le futur, potentiellement, s'il confirme un peu ce qu'on a vu. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est il y a un aspect d'instinct naturel pour le jeu qui est de très très haut niveau. C'est aussi pour ça qu'il a été connu depuis longtemps, qu'il a été drafté très haut, parce qu'on connaît le talent pur. Mais des instincts naturels pour le jeu de très haut niveau, un QI basket, plus l'aspect défensif où il est déjà très compétent. C'est pas juste des flashs, c'est déjà une très bonne défense au point d'attaque, mais aussi en défense off-ball, parce que il y a ces instincts, il y a ce QI, donc il y a cette compréhension de la défense off-ball, des mécanismes, etc. etc. Donc je pense que déjà, on a un défenseur compétent. Et notamment pourquoi? Parce qu'on a aussi de très belles qualités athlétiques. Alors, pas forcément d'explosivité pure pour le coup, mais tout de même assez vif et surtout très puissant en fait. Très puissant avec, je crois qu'il fait 6-7 ou 6-8 de taille, plus des bras énormes en termes d'envergure, et donc un peu cette puissance déjà. Donc un alliage de finalement, mobilité d'appui latérale, même s'il n'a pas l'explosivité verticale de Uber athlète, mais en tout cas il y a la mobilité latérale plus la puissance, plus les mains redoutables en défense, plus le QI basket, plus les instincts, plus, donc ça c'est la défense, mais on peut rajouter aussi, c'est déjà un très bon connecteur en attaque, c'est-à-dire un mec qui ne va pas créer le décalage mais qui peut l'amplifier de par son passing, son altruisme, là encore les instincts, voilà, il y a un décalage, je peux attaquer un close-out, je fais l'extra passe, voilà, ce genre de choses, donc ça fluidifie le jeu. Après c'est vrai que pour lui, on a déjà en l'état, je trouve, un bon joueur, mais quid de son développement? Il y a 2 aspects un peu clés pour moi qui sont le shoot, et de l'autre côté, un peu tout ce qui est dribble et aspect de création. Mais c'est vrai que, bon, en fait, c'est des niveaux différents pour moi. Parce que le shoot, c'est ce qui peut le faire passer de défenseur, mais simple défenseur un peu gadget, à titulaire NBA à haut volume. Et puis ensuite, tout ce qui est dribble et création, c'est ce qui peut le faire passer de simple titulaire NBA ou simple joueur de rotation à un peu plus typé star, ou en tout cas plus de responsabilités, etc. Mais le premier palier, donc, c'est le shoot.
Et c'est vrai que c'est ce qui bloque un peu pour l'instant, hein. Alors, on n'a pas non plus des échantillons énormes parce que il n'a pas beaucoup joué depuis 2 ans. Enfin, il joue, hein, mais il n'y a pas un minutage qui est énorme. Il n'y a pas un rôle offensif énorme. Donc, notamment, les indicateurs classiques, c'est 3 points et lancer franc. 3 points, 31%, donc largement en dessous de la moyenne. Mais c'est que 221 tentatives en 2 ans. C'est pas énorme. Mais en tout cas, sur ce petit échantillon, pas encore représentatif, mais ça commence un peu à l'être. 31%, c'est pas top. Et puis surtout, on recoupe avec le 64% en lancer franc, qui est très très peu impressionnant. Vous savez que shooter des lancers francs et des jump shots et 3 points, c'est corrélé aux mêmes qualités, hein, de mémoire gestuelle, etc. Donc on a bien regardé ça. Donc 64% lancers francs, ça ne crie pas, il y a un bon shooter quelque part. En tout cas, pas pour l'instant. Mais là encore, en plus, on n'est même pas sur 100 tentatives de lancer franc en 2 ans de carrière. Donc il est peut-être encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de définitif. Mais c'est vrai que le premier palier, ce serait celui-ci, le shoot. Et puis après, il y aurait tout ce qui est dribble, pour débloquer un peu tout ce qui est slashing, création pure balle en main, éventuellement faire un peu de pick and roll, de post-up, parce qu'avec sa carrure, ça peut être un mec qui peut attaquer des mismatchs, de slashing, pourquoi pas un peu de pull-up aussi, éventuellement, dans un scénario idéal. Voilà, l'attaque et la création pure est totalement à faire, mais en l'état, on a déjà un très bon défenseur, très bon joueur de rotation, en fait, je pense. Idéalement, on veut un shoot là-dessus pour qu'il joue 30 minutes par match plutôt que 22, en fait. Mais voilà, déjà en l'état, on a un défenseur connecteur. Voilà, ce rôle un peu de défenseur d'élite, plus connecteur, fluidificateur de jeu, même s'il ne pourra pas passer des tonnes de temps sur le terrain s'il n'y a pas de shoot. Mais voilà, notamment, il y a un aspect, je crois qu'on en avait parlé dans le bilan 2024 des Pelicans, mais on est à 2,6% de steal percentage. C'est un des meilleurs de NBA. Et passer la barre symbolique des 2%, c'est les playmakers défensifs, donc les créateurs d'interceptions les plus redoutables de NBA. Et c'est souvent un indicateur de l'instinct du QI basket et de ce genre de choses. Et non seulement il a des mains, mais en plus il a le cerveau, quoi. Donc on a vraiment affaire à un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA, à mon avis, avec défense on-ball, off-ball, et pas que off-ball sur la rotation, le close-out, prendre le rebond, etc. Il y a aussi donc de créer des actions. Playmaking défensif, 2,6% de steal percentage et même quasiment 1% de block percentage aussi. Donc voilà, ça c'est très bien. Et bon, je vais pas refaire le refrain, mais moi ce que j'aime bien, c'est que un système héliocentrique, pour moi, en 2024, ça peut marcher, mais quand tu l'entoures de connecteurs. On peut plus totalement être dans le modèle d'avant, le modèle James Harden, où tu as un créateur, tu fais venir un pick and roll et autour tu as des shooters un peu statiques. Ça marche plus parce que les défenses actuelles sont très dynamiques, très polymorphes, elles s'adaptent, très malléables, et donc il y a cet aspect où en fait, non, il faut être capable de jouer en mouvement en fait, et y compris tes shooters. Donc on n'est plus en 2017 ou en 2018, on peut plus avoir un PJ Tucker, un Trevor Ariza et un troisième mec qui sait pas trop bouger. Non, il faut qu'on ait, pour un système héliocentrique, beaucoup de connecteurs. Parce que grosse pression sur Trae Young, ça libère, et puis ensuite il faut que tu aies ton role player qui soit capable de tirer profit de ce décalage. Donc j'en avais déjà parlé l'été dernier avec Dallas qui était allé chercher des Grant Williams, Josh Green qui était déjà dans l'effectif, mais bref, cet aspect de amener de la connexion, donc des fluidificateurs de jeu autour du style de jeu un peu rigide, héliocentrique de Luka Doncic. Donc Irving peut faire ça, Grant Williams, et puis ensuite maintenant PJ Washington peut faire ça, Quentin Grimes aussi qui a été recruté à la place de Josh Green, qui est un excellent team connecteur. Voilà, dans un système héliocentrique, il faut des fluidificateurs pour faire marcher la machine, parce que de base c'est un peu rigide, donc il y a besoin de ça. Et moi j'adore ce recrutement pour ça. Vraiment j'adore, parce que au-delà de la défense qui va faire beaucoup de bien à Atlanta, qui était une des pires défenses de NBA, notamment sur la défense off-ball, la gestion des cuts, plein de choses, ça fait du bien. Mais en plus, donc, on a ce côté de altruisme, instinct, passing, connexion. Donc ça fait du bien, c'est assez génial. Et puis, surtout, là où c'est un bon coup pour Atlanta, c'est au niveau des salaires. Parce que, là encore, moi, j'étais pas fan de Dejounte Murray, pas trop fan de l'association et du fit dans cette équipe-là. Ailleurs, ça pourrait être mieux, d'ailleurs, on va y arriver. Ça peut être mieux ailleurs, mais j'étais pas fan en 2022, et j'étais surtout pas fan en 2023, un an après, où on avait déjà vu que ça marchait pas, et pourtant, Dejounte Murray avait été prolongé. Alors, il y a aussi une raison à ça, c'est parce que, justement, 2024, c'était fin de contrat. Donc, en fait, c'était pas forcément un truc pour dire on va de garder long terme. D'ailleurs, on voit bien que c'était pas le cas. C'était pas pour dire ok, on va renforcer un peu ça, et long terme, on va garder Trae Young, Dejounte Murray. Non, c'était aussi un aspect de rétention de valeur, en fait. C'est la NBA, il y a toujours cet aspect hyper important dans une NBA avec des règles de salary cap. Et voilà, tu peux pas laisser partir de la valeur pour rien, donc vaut mieux prolonger et échanger. Mais voilà, c'est vrai qu'on était passé d'un mec qui était à 17 millions encore cette année
à un mec à un nouveau contrat entre 2025 et 2028 qui va être à 25, 27, 29, 31 millions. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'était quand même plus qu'actuellement. Et surtout pour un joueur qui n'était pas un bon fit, ça m'inquiétait un peu. Et là, donc, pourtant, non seulement il échange, mais en plus, ils n'ont pas trop dû payer ce gros contrat, eux. Parce que la prolongation était de manière anticipée et le nouveau contrat n'était pas encore entré en compte. Donc là, on était encore sur les standards d'avant de 17 millions plutôt que 27. Donc bref, voilà, c'est aussi un point bonus, c'est que on l'a prolongé, qui pouvait être aussi un risque, parce que si personne n'en veut, tu l'as prolongé, tu te dis non mais je le prolonge pour l'échanger, mais si personne n'en veut, t'es bloqué avec, donc ça pouvait être aussi un risque. Bon, en l'occurrence, coup parfait parce que tu le prolonges, il part pas en free agency, et plutôt, à la place, il aurait pu partir en free agent, sans ça, cet été je veux dire, mais à la place il est sous contrat, t'échanges le contrat, qui est un contrat un peu au-dessus de ce qu'il avait avant, mais c'est même pas toi qui vas le payer, donc ouais, pour moi on est beaucoup plus que sur du sauver les meubles, sur cet échange côté Atlanta. On est sur un vrai bon coup de plein de points de vue. D'ailleurs, on a parlé de connecteur, mais Larry Nance aussi, qui est un très bon connecteur depuis son poste de pivot. Le passing sur short roll, les dribble end-off, le passing de extra pass, etc. Donc ça, Dyson Daniels, qui est encore hyper jeune, qui peut rentrer dans le projet pour la défense, peut-être pour l'attaque, si on voit le développement aussi. Tu enlèves des jeunes Témoré qui n'étaient pas forcément un bon fit. Finalement, dans cette équipe, il ne manque plus qu'un pivot, j'ai l'impression. Parce que Capella, ça se fait vieux, parce qu'Okongwu, ça peine un peu à confirmer, au moins en défense. Et je me demande à quel point est-ce que le coup parfait, ça pourrait pas être Nick Claxton, qui lui a été prolongé par Brooklyn, mais c'est pareil, prolongé pour pas qu'il parte gratuitement, en fait, à la free agency, à cette free agency d'ailleurs, 2024. Maintenant, il a été prolongé, il a son gros contrat, donc on sait que Brooklyn, ça va reconstruire. Lui, c'est pas qu'il est trop vieux, mais ça peut te permettre d'avoir plein d'assets futurs, donc moi, je pense que un mec comme Nick Claxton, ça peut être parfait parce que Trae Young, pick and roll, il a besoin d'une menace verticale, un peu comme Luka Doncic. C'est important. C'est peut-être même aussi important d'avoir ce côté menace verticale de pick and roll plus qu'un passeur de short roll avec ces mecs-là, même si idéalement, tu veux les deux. Mais voilà, je pense que Claxton pourrait être un peu le coup parfait. Alors, je sais pas comment est-ce que tu pourrais faire ça au niveau de la trade deadline de février. Ça pourrait être un peu de... justement, un peu de Capella, voire même Okongwu, parce que à Brooklyn, peut-être l'intérêt de Okongwu, c'est peut-être l'attaque, un peu plus balle en main, donc tu lui laisserais un peu le champ libre pour se développer. Et en attendant, Atlanta qui veut un peu décoller un peu plus vite, tu prends Claxton qui a la verticalité, mais aussi une défense qui peut être d'élite. Ça peut en choquer certains, mais de très très bon niveau, la défense de Claxton. Donc voilà, franchement, ouais, ça pourrait être un excellent coup avec Claxton, avec à côté Jalen Johnson, le profil plutôt poste 4, très polyvalent et très connecteur, lui justement. Trae Young, qui a les rênes de l'attaque, plus des shooters, plus Dyson Daniels, plus voilà. Ça peut être pas mal. Et on est d'accord, un système héliocentrique, c'est pas parfait. Ça a des limites, ça a un plafond qui est peut-être plus bas dans la majorité des cas qu'un système parfait. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Et tu peux être très fort avec de l'héliocentrisme. D'ailleurs, on a vu que Luka Doncic, il est arrivé jusqu'en finale NBA, au passage. Et James Harden, il a failli arriver au titre. Il est tombé sur la meilleure équipe de l'histoire de la NBA en 2018. Quasiment, j'exagère, mais voilà, il y a un peu cet aspect où, oui, c'est pas parfait, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Et surtout, il vaut mieux un héliocentrique qui a un plafond bas, bas, relativement bas, comparé à d'autres projets, mais vaut mieux ça qu'un projet où le fit est pas bon du tout, avec Trae Young plus des jeunes Témoré. Ça marchait pas. Donc, voilà. Côté Atlanta, franchement, j'aime beaucoup. Entre le côté gestion des assets, entre le côté prix qu'ils ont réussi à récupérer, entre le jeune qu'ils ont réussi à récupérer, entre se débarrasser entre guillemets de Dejounte Murray avec qui ça matchait pas trop, etc., etc. Pour moi, si on devait faire le petit jeu des notes, je mettrais un A, un A+, pour Atlanta, parce que ouais, c'est vraiment assez impressionnant. Et puis donc, le côté New Orleans Pelicans. Reste à traiter ce sujet. Bon, je pense que pour moi, il y a deux raisons avec ce trade. Il y a premièrement une certaine valeur de remplacement en termes de salaire et en termes de sportif par rapport à d'autres joueurs. On va en parler. Il y a un peu cette valeur de remplacement que peut faire Dejounte Murray par rapport à d'autres noms actuellement dans l'effectif, d'abord. Et puis deuxièmement, et ça on va peut-être parler un peu plus théorique, il y a peut-être une idée de nouveaux rôles
ou peut-être de réinvention potentielle, et c'est à mon avis peut-être pour ça qu'ils ont payé un peu cher, parce que pour eux ça peut être un joueur parfait si on arrive à le développer dans une certaine direction. Mais on verra ça, Mais donc, premièrement, pourquoi est-ce que je parle de la première valeur, c'est celle de remplacement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, en l'état, l'effectif, il est pas génial. Je ne le trouve pas génial. Autour de Zion, c'est toujours un peu une frustration de dire punaise, t'as un Zion Williamson qui peut être modulo et blessure, évidemment, mais modulo blessure, ça peut être un mec qui peut être All-NBA First Team facilement, qui peut être ton créateur d'attaque, etc., etc. Et la construction d'équipe autour, je le répète depuis longtemps, mais elle est toujours un peu frustrante parce que, ok, Valanciunas peut faire des trucs, mais beaucoup de compromis. Ok, Ingram, c'est pas mal, mais des compromis, etc., etc. Un peu tout l'effectif, quasiment, j'exagère, mais il y a un peu cette idée où l'effectif n'est pas parfait. Et c'est vrai qu'en l'état, t'as déjà... en fait, tu viens rajouter un autre scoreur à haut volume, mais pas efficace, dans l'effectif, et ça en fait un troisième, en fait. Ça fait CJ McCollum qui, cette année, il est repassé au-dessus de la moyenne de NBA en termes d'efficacité, parce que bonne saison, notamment en shoot, mais il est à 102 de true shooting plus, donc plus de 2% à peine par rapport à la moyenne. Bon, c'est pas mal, mais c'est juste que c'est son meilleur score en carrière, d'ailleurs, je crois, à part une année, il y a fort longtemps, qui était un peu une surchauffe, mais voilà. Donc McCollum, c'est pas hyper efficace, et c'est beaucoup de ballons. Dejounte Murray, je crois que j'ai même pas encore dit, mais on est à 96 de true shooting plus, donc moins 4% d'efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc voilà, encore un score à gros volume et peu efficace. Et Ingram qui est pile à 100, là encore, gros volume, à peine le rendement moyen de NBA. Voilà, ça fait quand même... ce sont des joueurs compétents, mais ce sont des joueurs qui, non pas en soi, parce qu'ils sont bons en soi, mais relativement au reste de la ligue, c'est vrai qu'il y a plein d'autres équipes, notamment des équipes d'élite, qui sont pas au niveau de la moyenne, qui sont largement au-dessus du niveau d'efficacité moyen de NBA, avec des stars, avec des locomotives très très efficaces, très très productives en fait. Donc c'est là-dessus où si on regarde un peu ça, en l'état, et si on prend cet effectif et ceux des jeunes Murray qu'on a connus depuis 2 ans à Atlanta, j'insiste sur ces deux éléments, l'effectif en l'état et le Dejounte Murray qu'on connaît depuis 2 ans, non, ça colle pas. Ça colle pas, mais c'est justement un peu mes 2 points que je vais développer. C'est premièrement, je pense qu'il est là pour du long terme, moyen ou long terme, pour remplacer certaines personnes, et non pas venir se rajouter. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment le Dejounte Murray qu'on connaît, qu'on a connu récemment, qu'on va avoir, ou est-ce que l'objectif, c'est pas d'avoir payé cher, parce que ça peut devenir un joueur ultra précieux si on arrive un peu à le réinventer en partie. Et donc, de qui je parle, évidemment, quand je parle de remplacer quelqu'un plutôt que se rajouter dans les rangs des Pelicans, je pense directement à CJ McCollum, à mon avis. McCollum qui alterne un peu parfois les bonnes et les mauvaises saisons, qui a une utilité, évidemment, qui a une très bonne utilité, mais c'est pas non plus la folie, et qui surtout a 33 ans. Est-ce que ce serait pas le moment de l'échanger ? Je me pose la question de à quel point ce serait pas un peu ça le plan secret, en un sens, on fait venir Dejounte Murray, parce que, non pas pour le mettre à côté, mais pour, à terme, qu'ils prennent la place de... À terme, ça peut être dans 3 mois, qu'à terme, ils prennent un peu la place de McCollum dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois maximum, à mon avis. Mais je pense que c'est un peu l'idée, parce que finalement, McCollum, comme dit, assez irrégulier, même dans ses meilleurs passages, c'est utile, c'est utile, il y a du shoot, il y a du mouvement, il y a un peu de playmaking, mais c'est pas la folie. Mais ça reste assez limité. Donc, à quel point est-ce que McCollum à 33 ans, c'est pas maintenant le moment de l'échanger ? Je pense qu'il y a cette possibilité et qui peut-être est un peu dans le coin de la tête du GM et que c'est pour ça qu'il a fait venir Dejounte Murray. Et de l'autre côté, Dejounte Murray, mine de rien, il a que 27 ans. Ça paraît un peu bizarre parce qu'on le connaît depuis des années, mais il n'a que 27 ans, Dejounte Murray. Et on le connaît depuis longtemps parce qu'en fait, il a été drafté extrêmement tôt en sortie de la fac de Washington, où d'ailleurs à l'époque, c'était surtout un prospect défensif. Il est devenu un joueur All-Defense en 2018, mais c'était quoi ? C'était à 20 ans, non peut-être pas, mais 21, 22 ans, mais pas plus, quoi. Donc, actuellement, Dejounte Murray, on le connaît depuis longtemps, mais il a que 27 ans. Donc ça fait quand même un sacré gap, avec McCollum qui a 33 ans, et qui, 33 ans, c'est peut-être maintenant qu'il faut l'échanger. Parce que si tu tardes trop, évidemment, si on commence à voir le déclin, non, c'est trop tard et tu n'auras pas autant de valeur. Alors que peut-être que le bon moment, c'est avant le déclin, évidemment. Et c'est vrai que, sur le plan offensif, on peut pas dire qu'ils sont identiques. Mais je trouve que, grosso modo, on pourrait s'attendre à un apport assez similaire. Et à des profils relativement similaires, même si j'insiste sur le similaire plus que identique. Parce que, stylistiquement, déjà, c'est pas du tout la même chose.
et pas que dans le style, mais notamment McCollum, c'est beaucoup plus axé shoot et beaucoup plus axé mouvement aussi. Il y a plus de mouvement dans le jeu de McCollum sur des sorties d'écran et même donc du spot-up et du vrai spacing. Même si il y a peut-être aussi des questions d'efficacité là aussi avec McCollum. Et de l'autre côté, Murray, c'est moins de shoot à 3 points, mais tout autant de pull-up, finalement, autant de pull-up mi-distance que McCollum. Et puis au niveau du passing, je pense que Murray n'a pas grand-chose à envier à McCollum, qui a jamais vraiment été un top passeur, qui développe ça avec l'âge petit à petit comme beaucoup. Mais voilà, Murray, il n'y a pas à rougir. Je pense que là encore, on est dans des zones très très similaires, si ce n'est Murray peut-être un peu au-dessus, peut-être un peu plus ce bagage de, comme on dit, meneur traditionnel. Mais les deux, je pense qu'on est sur des passeurs assez académiques, pas vraiment hyper créatifs, pas une énorme plus-value. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on est sur des profils relativement similaires de création on-ball à haut volume, plus qu'à énorme volume, mais à haut volume, avec un rendement qui est pas si efficace que ça, pardon, avec du passing aussi assez compétent, même si c'est pas génial. Et au final, je pense que, simplement sur l'attaque, je pense que je préfère, nettement, je sais pas, mais je pense que je préfère McCollum. Vraiment que sur l'attaque. Sur l'attaque, je préfère McCollum parce que, comme dit, il y a le spacing et le mouvement qui sont assez importants, même si, bon, McCollum peut aussi avoir des mauvaises années, qu'on a connu récemment, des très mauvaises années, pas efficaces du tout, des gros trous d'air. Mais je pense que je préfère l'attaquant dans l'absolu McCollum actuellement. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas que de l'attaquant. En tout cas, sur le terrain, tu ne peux pas aligner que l'attaquant. Il y a aussi, à mon avis, la question de l'âge, avec un différentiel assez énorme. Et comme dit, s'il faut échanger McCollum, c'est plutôt maintenant que quand il sera un peu plus vieux et que le déclin aura peut-être commencé. Premièrement, il y a la question du contrat aussi, où Murray est payé moins que McCollum, qui est à, alors j'ai pas noté, mais si j'ai noté, mais pas ici, alors où est-ce que j'ai noté plus de 30 millions, il est encore à 33 millions cette année, et 33 en 2025 et 30 millions en 2026. Donc encore 2 ans de contrat, assez cher, là où Murray est quand même un cran en dessous, autour des 25, on a dit 25, 27, 29, 30. Voilà, donc il y a le contrat, il y a l'âge, et puis surtout, donc, il y a la défense. Et je pense que c'est l'aspect principal. C'est que, ok, les attaquants sont pas identiques, mais relativement similaires. Mais par contre, t'as un joueur plus jeune, un contrat un peu meilleur, et surtout, bien plus compétent défensivement, astérisque, dans la théorie. Mais bon, j'exagère un peu parce que c'est pas que la théorie, mais qui peut largement être meilleur en défense. Et bon, même au-delà de ça, avant d'enchaîner sur la défense, mais vous voyez, notamment, il y a un truc assez intéressant, c'est que moins de mouvement côté Murray dans son scoring, moins de shoot aussi, un peu à 3 points, etc. Mais notamment, et c'est une stat qu'on n'a pas trop citée dans le bilan 2024 des Hawks, mais donc c'est bien de la citer aujourd'hui. Murray fait quand même une saison à l'isolation en 1 contre 1 qui est assez admirable. Il est 4e plus efficace de NBA, de toute la NBA, au niveau de l'isolation. Plus de 3 par match minimum, minimum 3 isolations par match en moyenne cette année. Il a 1,10 points par possession, ce qui est donc 4e à égalité avec DeMar DeRozan. Et qui est simplement derrière Kawhi Leonard, je crois, de mémoire, James Harden et SGA. Et donc il est devant Irving, il est devant Luka Doncic, etc. quoi. Donc on a mine de rien un mec qui n'a pas cette synergie dans le périmètre, loin du panier à 3 points, qui n'a pas cette sortie d'écran de McCollum, mais voilà, c'est pas efficace au global, mais quand tu as besoin d'un panier sur isolation, il peut, il est compétent. Donc c'est aussi à prendre en compte, mais comme dit, l'aspect principal, c'est la défense en fait. C'est la défense parce que, ok, il y a du pull-up, il y a de l'isolation qui est assez bonne, il y a un porteur de balle classique qui peut, voilà, tu as cette option de porteur de balle à la pull-up, quoi, grosso modo, que ce que n'est pas Zion, voilà. Donc tu as ça, ok, mais surtout la défense, et je pense que à quel point est-ce qu'on est dans la théorie ou pas, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu l'idée, à mon sens, du front office. Et pour comprendre ça, en fait, il faut aussi comprendre les schémas des Pelicans. Alors, pardon pour les auditeurs habitués, que j'ai déjà répété assez souvent, mais les Pelicans sont des schémas défensifs qui sont ultra agressifs, peut-être même les plus agressifs de NBA, et notamment avec Valanciunas qui était un peu déficitaire en défense, évidemment, on le faisait monter très haut sur les pick and roll pour gêner 2 contre 1, mais surtout pour le cacher. De cette manière, on le cachait et on compensait avec des rotations extrêmement agressives depuis le côté faible. Côté faible au côté fort, mais grosso modo, on avait des pré-rotations, pas que des rotations, mais des pré-rotations très tôt. Un mec qui venait dans la raquette depuis le corner opposé, notamment, et on arrivait aussi à faire tenir le tout et à faire marcher le tout. Pourquoi ? Parce que on a une escouade d'ailiers extrêmement impressionnante en fait aux Pelicans, ce qui fait que, ok, avec ces rotations extrêmement agressives où tu pars très tôt, très loin de ton propre attaquant, ton propre shooter, tu bloques l'accès au panier comme ça, ok, mais
derrière, il y a un peu un dérapage contrôlé parce que tu es quand même capable de faire les close-out, tu es capable de faire les rotations avec Herb Jones, Trey Murphy, Ingram, Najee Marshall, etc. Tu as un peu ce mouvement, cette escouade de périmètre qui est capable de compenser. Donc c'est pour ça que ça marche aussi. C'est pas que les pré-rotations où tu fermes l'accès au panier très tôt. Voilà, il y a des équipes qui essaient de le faire, mais elles peuvent pas en revenir derrière, quoi. Elles peuvent pas revenir à temps, et donc tu t'encaisses un nombre de 3 points grands ouverts qui est énorme, et donc tu prends trop de points, quoi. Alors que là, non. Mais bref, je pense que Dejounte Murray, ce sera un step-up assez énorme là-dessus, parce que la défense off-ball, ça n'a jamais été son énorme force, ça a toujours plutôt été élite on-ball. Et puis en plus, à Atlanta, il n'a pas été top toujours en termes de niveau défensif et de régularité. On est d'accord. Mais je m'accroche un peu à cette idée que, en fait, si tu remplaces McCollum par Dejounte Murray, tu viens encore un peu plus booster ta défense. Et, comme dit aussi, sans perdre tant que ça en attaque. Parce que les profils sont pas identiques, mais relativement similaires. Donc, l'attaque est similaire, mais par contre, tu peux faire un boost énorme de ta défense avec un mec qui est extrêmement compétent quand il veut, dans la défense. C'est-à-dire que tu as ce premier rideau défensif, là encore, quand il veut, être compétent face au ballon, mais qui, dans la théorie, peut aussi magnifiquement s'inscrire dans ces schémas, d'avoir non pas un pivot défensif qui fait tout, mais des schémas très dynamiques, avec des ailiers très grands, très longs, qui courent partout. Ben ouais, imagine, tu mets Dejounte Murray là-dedans, à la place de McCollum, à la place de Alvarado, en fait, tu arrives à construire une défense où ton plus petit, c'est Dejounte Murray, et donc c'est un mec extrêmement compétent là-dedans. Comme on dit souvent, en défense, tu es aussi bon que ton maillon le plus faible est bon. Comme en randonnée. En randonnée, le groupe avance à la même vitesse que le mec qui marche le moins vite, évidemment. Donc, je pense qu'il y a un peu cette idée avec Dejounte Murray de dire, en fait, si c'est lui notre meneur, ça veut dire que le plus petit, même le plus petit, c'est un mec qui est assez grand, assez vif, assez long, qui a une grande envergure de bras, très grande d'ailleurs, et qui, voilà, le plus petit, donc le plus friable en termes de défense off-ball, ce serait quand même un mec très compétent. Donc, ça permettrait un step-up et une homogénéité de niveau très grande, en fait, pour les Pelicans et pour cette défense dans ces schémas-là. Je pense que la théorie, elle est à ce point intéressante. Et, à mon avis, il y a un peu cette idée derrière ce trade. C'est ça. C'est McCollum, 33 ans. Encore, il a plus que 2 ans de contrat, donc c'est plutôt maintenant qu'il faut les changer. Avant qu'il arrive en fin de contrat, avant qu'il arrive à être trop vieux. Et puis surtout, donc, on vient le remplacer par un autre mec qui, comme lui, peut faire du pull-up, comme lui, peut faire du passing, même si pas génial. Mais par contre, qui, si tu le mets en tant que le plus petit, parce que c'est le meneur le plus petit sur le terrain, c'est un mec qui est tout aussi compétent, dans la théorie, encore une fois, que des Herb Jones, que des Trey Murphy, pour voler partout, faire des pré-rotations, faire des stunts, donc venir depuis l'aile, boucher l'espace, puis revenir. Voilà. Je pense que la théorie, elle est un peu là. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont allés le chercher, c'est que tu peux aussi t'offrir une défense sans maillon faible. Et ça, c'est vrai que pour une équipe qui pratique ces schémas-là, c'est non seulement un luxe, mais un avantage concurrentiel énorme. De ne plus avoir autant de maillons faibles en défense, et que ton plus petit, c'est quand même un mec qui est assez long et assez compétent. Donc ça rentre parfaitement. Et puis en plus, voilà, il y a aussi cet aspect où Murray, ça a beau ne pas être un protecteur de panier hyperactif, capable, voilà, c'est pas du tout Marcus Smart en termes de protection de panier en deuxième rideau ou autre. Donc c'est pas une activité off-ball qui est incroyable, mais c'est aussi un playmaker défensif de haut niveau, lui aussi, comme Dyson Daniels. Mais Murray, il a toujours flirté avec les 2% de steal percentage, un peu moins à Atlanta, mais bon, l'effort était un peu plus irrégulier à Atlanta. Mais voilà, en carrière, il a toujours eu de très très bonnes mains défensives, très vives. Alors lui, c'est pas beaucoup des lignes de passe, mais c'est plus avec ses longs bras, ses grandes mains. Il peut dévier des ballons quand l'adversaire l'a dans les mains, quand il dribble, je veux dire. Mais voilà, là encore, un mec qui a un très très fort steal percentage, ça s'inscrit parfaitement dans l'identité défensive de cette équipe. Donc là-dessus, c'est génial. Plus, évidemment, il y a aussi ça, mais quand tu remplaces McCollum, j'ai beaucoup parlé de défense off-ball, mais quand tu remplaces McCollum par Murray, ça fait un mec qui, déjà aussi en défense on-ball, est plus compétent. Bon, bref, donc le plan, à mon avis, c'est un peu ça. Oui, désolé, en ce moment, c'est difficile d'enregistrer un podcast entier au même endroit. Je pense que le plan, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en même temps, voilà, combien on a de meneurs en NBA qui, défensivement, peuvent être à ce point compétents, et donc, en tant que, entre guillemets, maillon faible d'un schéma défensif qui se base sur le mouvement, les close-out, la défense off-ball, la longueur de bras, la taille, l'activité, etc. Je pense qu'on peut parler de Dejounte Murray, là encore peut-être toujours l'astérisque, en théorie en tout cas,
Mais c'est quoi? On va chercher des Derrick White, on va chercher des Marcus Smart peut-être. J'en oublie sans doute, mais c'est vrai que dans l'idée, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va renforcer encore la défense avec, à terme, on échangera CJ McCollum et grosso modo, on remplace le profil offensif par un truc un peu similaire, un mec de pull-up en attaque, mais qui surtout va lui être le jour et la nuit en défense, qui colle parfaitement avec sa longueur et son playmaking défensif qui colle parfaitement au schéma, et sachant qu'on ne va pas trop attendre de lui un énorme apport offensif. Je pense pas. Je pense que ça fait aussi partie du plan. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont payé donc aussi cher, c'est que le prix est pas tant pour le joueur qu'on a vu pendant 2 ans du côté d'Atlanta, qui n'était pas un joueur parfait, ça je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, en termes d'efficacité, en termes d'irrégularité défensive, etc., etc. Donc ce joueur-là, non. Moi, ce joueur-là, j'aurais pas payé et Dyson Daniels, et 2 tours de draft, et Larry Nance, etc., quoi. Mais voilà, moi je pense que c'est un peu ça la théorie de ce trade-là, c'est-à-dire on va miser là-dessus sur la défense, ça va parfaire parfaitement nos schémas, plus l'attaque on va pas trop lui demander, vu qu'il y a déjà d'autres, des créateurs offensifs, là où c'est vrai qu'à Atlanta, c'était plutôt la deuxième option offensive, de facto, plutôt que là actuellement où il y en a d'autres, notamment il y a Zion, notamment il y a Ingram, pour l'instant, notamment il y aura aussi McCollum, pour l'instant, mais voilà, je pense que l'idée c'est un peu de faire ça, et sachant en plus que peut-être, là encore, j'imagine un plan long terme où, on a bien vu que, en effet, les Pelicans sont un peu réticents, en tout cas au moment où j'enregistre, sont un peu réticents à offrir un méga contrat à Ingram parce que, vous le savez, désormais avec les règles du nouveau CBA qui sont de plus en plus punitives, plus on dépasse la limite, donc il y a des taxes de plus en plus chères. Donc le côté mettre des supermax, un peu, avant on le faisait un peu plus facilement, entre guillemets, j'exagère, mais aujourd'hui il faut faire un peu plus attention parce que si tu le mets sur un mec qui le mérite pas totalement, c'est compliqué. Donc je me demande à quel point aussi le plan, c'est pas on remplace McCollum par un défensif, voilà, qui a un peu de pull-up, mais un défensif. Comme ça, c'est parfait pour nos schémas. On a Zion qui est toujours le moteur principal de l'attaque quand il n'est pas blessé. Et évidemment, est-ce qu'il faut continuer avec lui parce qu'il est blessé, etc. Bon, ça c'est une conversation, je pense, on peut l'avoir, mais c'est une autre conversation. Mais le schéma d'équipe, ce serait ça. Plus donc échanger soit CJ McCollum, soit Ingram, soit les deux, contre d'autres pièces encore mieux en termes de fit avec Zion. Notamment McCollum et ses 30 millions encore, 33 cette année et 33 l'an prochain. Je pense qu'avec ça, tu peux aller chercher un top pivot. Je pense à, d'ailleurs, peut-être il y aura une bataille Pelicans à Atlanta pour Claxton. Je pense que Claxton, il n'y a pas le spacing que réclamerait idéalement un Zion, mais tu aurais au moins le côté verticalité, des pick and roll entre gros, tu aurais la défense aussi. En plus, c'est un mec qui peut switcher, donc ça pourrait aussi faciliter le travail, vu que Zion, c'est potentiellement un mec qui serait le plus à l'aise sur des switches. Tu ne demandes pas à Zion qui fait 6'6 de haut, donc la taille d'un petit ailier, de faire du drop. Voilà. Donc si tu mets en place des schémas full switch plus full, comme actuellement stunt, rotation agressive, etc., tu peux avoir une escouade de périmètre avec tes intérieurs qui est très mobile. Donc pourquoi pas. Je pense à un Jakob Poeltl aussi, peut-être plus un style un peu plus hybride défensivement et donc plus protecteur de panier un peu plus traditionnel. Quoique Claxton est très bon aussi dans la protection de panier, mais voilà, Poeltl c'est plus ça. Enfin bref, peut-être que les 30 millions de McCollum vont permettre d'aller chercher un top pivot sur le marché. Je ne sais pas, ou alors juste on échange, on fait de la place et puis ensuite on va signer Brook Lopez qui est en fin de contrat l'été prochain. D'ailleurs, pourquoi pas échanger McCollum contre Lopez dès cette année, parce qu'on sait que Lopez fin de contrat, si tu l'échanges maintenant ou jamais. Et en plus, j'ai rigolé par contre, pardon, mais pas pour le côté Lillard et McCollum de nouveau réunis aux Bucks. Je sais pas, mais voilà, il y a des possibilités de transfert et je pense que tu peux avoir un bon pivot avec McCollum et potentiellement Ingram. On sait que moi ça me dérange pas de le garder, c'est juste que c'est pas un fit parfait avec Zion. Il y a pas trop une synergie entre les deux parce que Ingram c'est quand même c'est une version 2.0 de DeRozan, j'exagère beaucoup, mais c'est il n'y a pas tant de synergie off-ball, il n'y a pas tant de mouvements, il n'y a pas trop de combinaisons avec d'autres, c'est plus le porteur de balle un peu classique qui prend ses pull-ups, statique non, mais un peu rigide dans le cadre. J'ai mes pick and roll, parfois un peu l'isolation, je prends mes pull-ups, je peux distribuer un peu, mais il n'y a peut-être pas autant de synergie qu'on voudrait avec un Zion, ou notamment, souvenez-vous, les pick and roll inversés avec Redick, qui étaient géniaux, les pick and roll avec des shooters comme Trey Murphy aujourd'hui, un peu le même principe, ou alors avec des menaces de lob, enfin voilà. Je suis pas sûr que la synergie entre les deux soit à ce point géniale. En plus, le volume de 3 points off-ball de catch and shoot de Ingram, non seulement le volume est pas très haut, mais en plus la réussite varie aussi d'une année à l'autre, ça c'est le mystère Ingram. Voilà, je pense qu'on peut faire mieux. Donc, je dis n'importe quoi, peut-être que... Enfin, je le fais souvent ça sur le basket club. Non mais, imagine une structure d'équipe long terme avec Murray,
point d'attaque, plus defensive ball. À côté, Trey Murphy, plus Herb Jones, plus Zion, plus un pivot, genre Claxton, par exemple, ou alors un pivot qui shoot, genre Brook Lopez, par exemple. Plus Ingram, soit encore là, soit alors on l'a échangé contre, contre une autre pièce qui fit un peu mieux, ou alors contre un Lauri Markkanen qui apporte un méga spacing qui est imparfait, mais au moins c'est un surplus de spacing qui peut faire du bien avec Zion. Bref, je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais je pense que ça peut être sympa. Et il y a des moyens de remodeler un peu l'équipe, donc à travers ce côté défensif que permet Murray, comparé à McCollum, qui permettrait d'aller à fond dans cette identité-là. Et c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est pour moi aussi peut-être une des raisons pour laquelle ils ont fait ce trade. C'est pas tant pour l'attaquant, je pense pas, c'est aussi pour l'aspect de l'attaquant, on le connaît, mais c'est par rapport à McCollum un bien meilleur défenseur. Même si, bon, je le répète, mais à quel point est-ce qu'on n'est pas un peu sur du théorique sur la défense ? Moi, je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'il peut largement redevenir un très très bon défenseur. C'est un mec de 27 ans. Ok, il y a eu un petit embourgeoisement parce que prise de responsabilité offensive, donc moins de jus pour l'attaque, enfin pour la défense, pardon. Ça, c'était à San Antonio, plus à Atlanta aussi, peut-être tête d'affiche, etc. Défense irrégulière, en plus dans une équipe qui n'était pas très bonne en défense. Mais je veux dire, voilà, il a que 27 ans. Donc on n'est pas sur le cas d'un mec qui, en fin de carrière, qui veut plus défendre. Si vous me dites il refait une saison de All Defense, je serais peut-être un peu étonné, mais je serais pas choqué non plus. Donc je pense que la relance défensive, elle est pas si théorique que ça, mais transition parfaite, merci, merci moi-même. Il y a un autre aspect. Pour moi, le plan, il est en 2 étapes. C'est la valeur de remplacement de certains, donc on l'a dit, McCollum. Et puis, peut-être un peu théorique, donc, cet aspect de remodélisation du jeu de Dejounte Murray. À quel point est-ce que c'est théorique ou pas ? À quel point c'est donc irréaliste ? J'entends par là, surtout, de vouloir espérer, que Dejounte Murray remodèle un peu son jeu en attaque. Bon, moi, le truc, c'est que, de base, vous le savez, je suis pas hyper fan de l'attaquant qu'il est. C'est-à-dire, il y a des points par match, il y a du volume, mais à quel prix en fait ? C'est toujours comme ça qu'il faut calculer. Encore une fois, l'efficacité, le truc le plus important de NBA en basket. Mais c'est vrai que donc, actuellement, c'est pas si rentable que ça, au final. De l'autre côté, bon, les Pelicans, ils font pas toujours des choix géniaux, mais je pense que globalement, ce serait un peu mentir de dire que c'est pas un front office qui est compétent. Il y a des choix pas parfaits, du genre Valanciunas, du genre Ingram à côté de Zion, mais c'est pas des choix nuls. C'est juste que c'est des choix avec compromis. Et moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de compromis et qu'on fasse une équipe, entre guillemets, parfaite autour de Zion, ok. Mais c'est des choix intéressants. Et plus globalement, c'est aussi une équipe qui drafte bien, qui développe bien. Trey Murphy, Dyson Daniels, Herb Jones, etc. C'est quand même une équipe qui est un front office qui fait des bons choix. Donc, voilà, le front office est relativement compétent. C'est pas n'importe quel front office, c'est pas, je sais pas, moi je vais pas dire de nom pour pas heurter des fanbases ou quoi, mais il y a des équipes, bon, c'était nul quoi, on le sait. Là, j'ai pas cette impression avec les Pelicans, donc je me dis, bon, si c'est quand même un front office relativement compétent qui va le chercher, il y a peut-être aussi une raison, il y a peut-être aussi un raisonnement derrière, donc il y a ce côté défensif qui pour moi fait largement partie de la réflexion. Et comme dit, il y a en plus ce truc, je me dis, où il paye cher pour ce trade, non pas pour le joueur qu'il est, mais pour le joueur qu'il pourrait devenir. Et c'est là où on rentre un peu sur un peu plus peut-être du théorique, sur cet aspect de remodeler son jeu. Et bon, vous allez me dire, c'est un peu facile parce qu'il a joué dans la même équipe. Mais pour moi, il me fait beaucoup penser potentiellement à un autre joueur qui a fait une métamorphose, certes, à un autre stade de sa carrière, mais c'est Jrue Holiday. Et c'est vrai que moi, Jrue Holiday, j'ai toujours été un peu en décalage avec beaucoup d'éloges qui ont été faites depuis des années. Je pense qu'on est passé en une série, donc la fameuse série contre les Blazers en 2018, on est passé d'un mec qui était largement méconnu et sous-coté du grand public à peut-être un peu l'excès inverse, c'est-à-dire il a mis Damian Lillard et McCollum dans sa poche en 2018. Et bon, la défense fabuleuse, mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté, on a beaucoup répété le fameux « Ah, il a toujours des on-off géniaux ». Oui, enfin merci, c'est un mec qui joue avec Anthony Davis, Prime, ensuite qui a joué avec Giannis Antetokounmpo, Prime, ensuite qui a joué dans un Boston historique, Prime. Bref, donc le côté on-off sur des joueurs qui ne sont pas des stars, toujours à jeter à la poubelle. Bref, on va pas développer sur l'on-off, mais moi je sais que je suis un peu plus bas que la moyenne. J'ai toujours été plus bas que la moyenne parce que, et ça va vous rappeler un certain profil, mais c'était un joueur passeur,
académique. Bah, il perd pas beaucoup de plus-value par rapport à la moyenne des meneurs NBA, pour le coup, mais ça faisait le job, ok. C'était un scoreur pas très intéressant, qui en plus, avec les années, avait de moins en moins de drive, mais qui partait pas très haut non plus. En termes de toucher de balle, c'était pas la folie. Qui était surtout un joueur de pull-up, mais pas un joueur hyper intéressant. Un joueur qui pouvait mettre des 3 points, mais jamais avec une très bonne efficacité, en tout cas jamais sur la longueur. Il y avait des années parfois bonnes et souvent un peu moins bonnes, un peu décevantes, mais bref, je sais pas si ça vous rappelle un truc, mais c'est exactement ce qu'est un peu Dejounte Murray. Voilà, on prend un peu les Dejounte Murray, alors peut-être un cran d'efficacité un peu au-dessus, peut-être, pour jouer l'idée, même y compris avant qu'il redevienne bon shooter à droit, hein, je veux dire, côté des Bucks. Mais le jour l'idée des Pelicans et des années 2010, j'étais pas très fan, moi. J'étais pas très fan. Et il y a surtout un aspect que je trouve intéressant avec jour l'idée, c'est l'évolution récente. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu un mec qui n'est plus le meneur, un peu à l'ancienne qu'il était encore jusqu'à l'an dernier, et donc beaucoup de responsabilités, pas efficaces malheureusement, mais c'est devenu un pur connecteur. C'est-à-dire un rôle beaucoup plus réduit en termes de volume, mais même dans le jeu, hein, je veux dire, les tirs qu'il prend, c'est pas qu'une question de quantité, la qualité est très différente aussi. C'est plus des tirs de création comme avant, mais donc il est devenu beaucoup plus connecteur, donc ce rôle de non pas créer le décalage, mais l'amplifier, le décalage, fluidifier le jeu. Je prends le ballon quand il y a déjà un décalage, déjà un intervalle, et soit je vais scorer, soit je fais l'extra passe. Voilà, avec mon jeu sans ballon, je me mets dans le dos de la défense plutôt qu'être l'initiateur sur pick and roll, etc. Jour l'idée est devenu ça, un connecteur, et même son scoring est devenu beaucoup plus assisté finalement. On a aussi affaire à un mec qui a beaucoup moins de balles en main, métier et shoot, etc., etc. Là encore, on l'a bien développé quand on a parlé de Boston un peu toute l'année, mais y compris dans les bilans de saison. Et c'est vrai que Jrue, en fait, en tant que meneur et par rapport au standard de meneur, surtout lui, en plus, Jrue l'idée, c'était l'âge d'or des meneurs qu'on a connu mi-année 2010. Enfin, c'était la folie. Il y avait un excellentissime meneur dans chaque franchise, hein, quasiment entre 2014-2016, grosso modo. Bon, c'est vrai que par rapport au standard des meneurs, on est quand même très très bas par rapport à d'autres en termes de créativité, en termes de passing. Ils sont même allés jusqu'à des Luka Doncic ou des mecs comme ça. Mais même par rapport à des chapeaux 2 qui étaient, des Ty Lawson ou des meneurs créatifs comme ça, on est quand même beaucoup plus sobre que ça. En plus, avec Jour l'idée, on avait un répertoire qui est très sobre de passing. Il n'y a pas la skip pass vers le corner opposé, il n'y a pas une séance du pick and roll qui est si grande que ça. C'est les basiques. Mais en plus, avec beaucoup de paires de balles, côté Jour l'idée. Il a toujours eu des hauts taux de déchets, y compris dernièrement avec son évolution. Mais Jour l'idée, il perd beaucoup la balle, sans avoir donc un passing avec une si grande plus-value que ça. Mais bref, donc en tant que passeur, finalement, il était au niveau de la moyenne, peut-être même un peu en dessous. Mais par contre, par rapport à des standards de connecteur, ben là, en fait, il devient largement surqualifié pour ça. Parce que, bah ouais, il a quand même un vrai bagage de meneur. Alors, pas parmi les meneurs d'élite de NBA, mais en même temps, être au-dessus de la moyenne des meneurs NBA, c'est-à-dire être dans le top 15 mondial, hein, grosso modo, j'exagère, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, c'était pas à ce niveau-là. Mais c'était quand même un meneur de métier. Et donc, quand on le déplace depuis un rôle avec des standards beaucoup plus hauts en termes de créativité et de création, on le met dans un rôle de simple, entre guillemets, simple connecteur, bah ouais, il a un bagage beaucoup plus élevé de base que des Bruce Brown, que des mecs comme ça, quoi. Que des Josh Green, qui est juste un arrière-passeur connecteur, que des Quentin Grimes, etc., etc. On a vraiment affaire quand même à quelqu'un qui a été un meneur de métier, certes sobre, mais quand même, pendant plus de 10 ans. Donc en fait, on est passé d'un mec qui, pour les standards de meneur titulaire, bah, c'était pas la folie, à d'un coup, le même joueur, les mêmes qualités, tu les replaces en connecteur, donc des standards un peu plus bas, bah, il devient d'un coup, non pas sous la moyenne ou au niveau de la moyenne, mais surqualifié. C'est un peu une analogie très bête, hein, mais si vous prenez même le moins bon ingénieur de la NASA, bon, bah, il peut être prof de maths en collège. Enfin, pardon. Bon, vous allez me dire, non, il manque la pédagogie, le relationnel, etc. D'accord, mais bon, vous avez compris l'idée. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a un aspect de... Bah, pour les meneurs, t'es pas top, mais par contre, si on te demande non pas d'être meneur, mais simple connecteur, tu deviens la Rolls-Royce des connecteurs, en fait. Parce que tu as un bagage qui est très différent. Et c'est aussi là-dessus que Jour l'idée est excellent, et je me projette un peu, mais je pense que Dejounte Murray, il y a un peu ce même aspect, où, bah non, en termes de créativité, c'est pas la folie non plus, surtout que lui, un peu comme Jrue d'ailleurs. Jour l'idée à la fac aussi, c'était un méga défenseur, et dans ses premières années aussi.
Et les deux ont un peu ce côté bagage de base plutôt défenseur, plutôt même défenseur d'élite, hein, très clairement, très tôt dans leur carrière, et qui ont un peu développé le passing, mais c'est pas la folie. Et je me dis à quel point ce que Dejounte Murray, à Atlanta, il était utilisé de facto comme une des deux têtes d'affiche, un des deux créateurs majeurs, à quel point on peut pas le réutiliser aux Pelicans, plus en connecteur. Peut-être pas au point de Jrue Holiday, évidemment, en pur connecteur, mais à quel point on peut pas aller un peu chercher d'autres qualités, le mettre dans d'autres configurations où, en fait, avec son bagage et sa formation de meneur de métier, mais il est quand même plus élevé que la moyenne des connecteurs cette fois. Si tu fais, par exemple, tu l'utilises avec son jeu off-ball en cutter, en plus il est assez grand, assez long, il peut avoir un bon impact au panier. Si tu l'utilises un peu occasionnellement sur des post-up isolation, par rapport à un mismatch, ok, mais surtout un peu avec son slashing dans des zoom action. Les Pelicans adorent faire des zoom action qui sont donc un dribble and off, un jeu de main à main avec un écran d'abord, donc 2 écrans pour récupérer la balle, donc déjà amorcer un mouvement. Bah oui, là c'est plus facile d'attaquer le panier à partir de ça que à partir d'un pick and roll un peu statique, comme il l'a fait aux Spurs ou un peu aux Hawks, dans des pistol action aussi, donc tu remontes la balle sur le côté, et tu as une feinte d'un côté, une feinte de l'autre, et puis ça il le faisait déjà à Atlanta, donc voilà, mais des pick and roll inversés aussi. C'est là-dessus peut-être qu'on peut débloquer un peu de passing en short roll, plutôt qu'en passing de pick and roll de porteur de balle. Et donc, le short roll c'est quoi? C'est, imaginons Zion Williamson, qui est le porteur de balle, Dejounte Murray, le poseur d'écran, qui ensuite se libère, roule au panier, ou en tout cas un peu avant, reçoit la balle quand il y a deux défenseurs sur Zion, et qui ensuite, il a déjà un décalage devant lui, et il fait la passe. Il fait la bonne passe, il fait la bonne lecture. Voilà, je caricature un peu, mais à quel point est-ce qu'on peut pas tendre un peu plus vers ce côté, vu qu'il a le même bagage de base que Jrue Holiday, faire un peu comme lui, quoi. C'est-à-dire gratter de la valeur sur ça. Sur reclassifier un peu les compétences de Murray, et exploiter ça. Parce que, comme dit, ils viennent un peu, pas pareil, mais il y a quand même beaucoup de similarités entre les deux, je trouve. Donc je me dis, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Quelques chiffres, hein, si vous voulez un peu des exemples, mais notamment en termes de nombre de paniers assistés, pourcentage de paniers assistés, pour l'instant, Dejounte Murray, il fait 3 dernières saisons là, à 27% à peine. 27% à peine de ses paniers étaient assistés, donc versus tout le reste qui était non assisté, créé par lui-même. 27, 31, 39. Jrue Holiday, les 3 dernières saisons aussi, c'était aux Bucks 26, 30%, très faible. Et d'un coup, ça a sauté à 58%. Donc, cette fois, c'est plus de la moitié de son répertoire qui est devenu assisté. Et même chose plus spécifiquement au niveau du panier. Pas qu'en général, mais au panier. Dejounte Murray, 31% de ses tirs étaient assistés au panier, à peine 31. Jrue Holiday, c'était un peu pareil avant aux Bucks. Maintenant, il est à 54% de paniers assistés. Donc ça fait quand même des tonnes de points faciles. Et des lay-ups. Et des cuts. Des trucs un peu créés par autrui. Donc des points faciles, des paniers faciles. Et c'est vrai qu'au final, j'ai quand même beaucoup insisté sur l'aspect, et pas mal d'aspects où il est moins bon, Murray. Mais c'est quand même un mec qui peut faire l'isolation, avec une bonne rentabilité, voire même très bonne selon les années, qui, au niveau des longs tirs de points, des pull-up 2, il est quand même entre 45 et 50%, mine de rien. Donc c'est quand même des scores, des très très bons scores. Le problème, c'est qu'en soi, c'est pas un tir rentable. Donc, vu qu'il prend que ça, il a un résultat global moins rentable que d'autres, évidemment. Mais sur ces tirs-là, il est quand même pas mal du tout. Plus, un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que en vérité, c'est pas un très bon shooter à 3 points, mais si vous regardez ses pourcentages dans les corners, ça fait 2 ans qu'il était à 43% et 44% à 3 points. À 3 points dans les corners. Et on est largement au-dessus de la moyenne. Même si c'est des corners à 3 points et que la moyenne est plus élevée, la moyenne n'est pas à 44%. Donc, c'est ça que j'aime bien, et c'est marrant parce qu'on regarde un peu la différence entre corner à 3 points ou pas corner à 3 points, on voit une énorme différence. On voit que sur ce qu'on appelle above the break, donc pas du tout dans les corners, mais à 3 points tout de même, plein centre ou sur l'aile, il est très mauvais. Alors que dans les corners, il est pas mal. Donc là encore, je pense que les Pelicans, il faut gratter un peu là-dessus et peut-être l'utiliser soit en poseur d'écran, pour Zion ou pour d'autres, soit attendre dans le corner pour faire le spacing, parce que depuis cette position, on voit que c'est un peu plus facile et il y arrive. Donc on a ça. Et puis, autre différence majeure aussi, c'est que Jrue Holiday, on l'a dit, Jrue Holiday, beaucoup de déchets. Dejounte Murray, jamais de déchets. Vraiment très très peu de déchets comparé. Lui, il a vraiment le profil des passes avec très peu de risques, mais aussi, donc, très peu de déchets. Bref, donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire.
J'ai parlé de la défense un peu en longueur, ok, mais même offensivement, ça reste de la théorie, vous allez me dire, et à quel point est-ce que ça va être concret ou pas, je sais pas, mais j'aimerais bien le voir utiliser un peu en cutter, j'aimerais bien le voir un peu lancer sur des zoom action, le voir utiliser en post-up ou isolation, ok, mais contre des mismatchs, j'aimerais bien le voir utiliser en combinaison avec Zion, notamment en poseur d'écran, ça pourrait être très sympa. Plus, on a dit, le spacing dans les corners qui est quand même pas mal, plus très peu de déchets, ça peut faire du bien aussi à cette attaque qui peut avoir tendance à beaucoup perdre le ballon, plus l'aspect pull-up à 2 points où, ok, c'est un peu nul parce que s'il fait que ça dans son jeu, c'est pas rentable, mais de facto, avec parcimonie, ça fait du bien. Bref, il y a quand même pas mal de choses à aimer. La bonne recontextualisation et la bonne utilisation, à mon avis, peut déboucher sur un joueur offensif très intéressant, et puis la défense aussi. Donc, au final, je veux bien entendre que ça reste un peu théorique. Mais en tout cas, j'arrive aussi à voir un peu le plan, le plan imaginé par le front office des Pelicans. À mon sens, c'est celui-ci. Est-ce qu'ils y arriveront ? C'est pas sûr. Est-ce que Murray voudra évoluer ? C'est pas sûr. Il y a plein d'interrogations. Est-ce qu'il va redevenir un défenseur régulier ? Etc., etc. Mais je pense que le plan, c'est ça. Le plan, c'est à terme, il n'y aura pas à terme et McCollum et Dejounte Murray version Atlanta et Ingram et Zion et Valanciunas. D'ailleurs, il est déjà parti Valanciunas, mais voilà, je pense que le plan, c'est pas ça. Le plan, c'est ok, c'est un défenseur parfait pour nos schémas. On va relancer la défense. En attaque, il fait des choses bien. En plus, on peut essayer un peu de jouer sur certaines de ses forces et le mettre dans d'autres configurations que le côté première option à San Antonio ou tête d'affiche aussi à Atlanta, qui n'était pas parfait. Donc, voilà un peu comment moi je défendrais ce move de la part des Pelicans qui, mine de rien, si ça réussit, dans l'idée, c'est quand même génial, quoi. À un salaire qui est pas si élevé que ça, au final. Parce que dans le nouveau CBA, être payé 27 millions par an, 25, 27, 29, on a dit, bon, ça fait une somme, mais c'est pas démesuré, quoi. Par rapport au rendu potentiel qu'on projette défense et attaque, c'est un peu le prix, quoi. Et surtout dans le nouveau CBA, 27, c'est pas comme dans l'ancien, quoi. Le budget salarial va augmenter, donc ça représentera un pourcentage du budget inférieur à ce qu'on connaît un peu nos repères actuels, quoi. Donc voilà, c'est un peu le plan. Je pense que c'est ça, le plan des Pelicans, à terme. Je pense pas qu'il faille s'arrêter actuellement. On empile les Ingram, McCollum, Dejounte Murray, et les trois, c'est les mêmes. Les trois, ils sont réussite moyenne, beaucoup de pull-up, etc. Je pense qu'il y a un plan derrière qui n'est pas à l'équipe actuelle. Après, j'ai fait pas mal de comparaisons avec Jean Holiday et son évolution récente. Bon, justement, je viens de le dire, c'est une évolution récente. Et Jean Holiday, il a quoi ? Il a, je sais plus exactement, 33, 34, 35, 36, je sais plus. Draft 2009, mine de rien, donc il commence à être vieux. Donc, ça fait un peu plus sens, cet aspect de transformation en fin de carrière, je trouve. Alors que, pour le coup, et en plus on connaît la personnalité de Dejounte Murray, ses sorties, son ego et ses velléités, mais est-ce que vraiment Dejounte Murray acceptera cette remodélisation de son jeu, ce nouveau rôle offensif que j'ai commencé un peu à décrire, ou non pas sans aller jusqu'à du Jrue Holiday qui est très faible usage et complètement connecteur, non, sans aller jusque-là, mais jusqu'à quel point il pourrait accepter un peu moins de responsabilités, donc un statut moins grand, donc potentiellement un salaire moins grand à terme pour le prochain contrat, etc. Voilà, il y a aussi des questions d'ego évidentes, hein, et il n'est pas au même stade de sa carrière. Comme je disais tout à l'heure, il a que 27 ans. Là où Jrue Holiday est beaucoup plus vieux, donc c'est un peu plus normal d'accepter une métamorphose de fin de carrière pour continuer à exister, peut-être. Surtout, t'arrives à Boston où il y a déjà tout ce qu'on a connu. T'acceptes un peu plus facilement de refaire ton jeu. Ok. Mais c'est vrai que la question des velléités et des ambitions de Dejounte Murray peut se poser. À la fois pour l'effort défensif, à la fois pour la recontextualisation offensive de son rôle. J'entends, ça peut être l'obstacle. Et puis ça peut tout simplement ne pas marcher, et puis voilà, plein de raisons. Mais c'est vrai que je voulais quand même un peu décrire ce qui, à mon avis, est un peu le but de ce move, le rôle envisagé, le plan à moyen terme qui est donc de ne pas rester en l'état avec tous ces mecs un peu de pull-up long de poing. Je pense que c'est ça le plan. Et j'ai hâte de voir si ça va réussir ou pas, parce que mine de rien, si ça réussit, on est quand même sur un truc sur un truc très intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu.
Et donc voici donc pour ce petit épisode non pas de Free Agency, de Late Agency on peut dire, puisque j'arrive 3 heures après la bataille. Non mais c'est vrai que voilà, comme vous le savez, j'ai pas pu trop sortir de podcast début juillet au moment de la Free Agency. Ensuite on a fait les bilans 2024, donc on était sur autre chose, mais ça me tenait un peu à cœur parce que c'est vrai que de base, je vais pas répéter le podcast, mais j'arrive à concevoir un peu le plan des Pelicans et j'ai hâte de voir si ça peut marcher. Voici pour Dejounte Murray, voici pour cette Late Agency ou cette Free Agency en retard. C'est pas impossible qu'on en fasse d'autres, hein. J'avais évoqué la possibilité de Paul George. Il faut que je mette tout ça un peu, il faut que je fasse mes fiches, hein, tout simplement. Et puis donc, la prochaine fois, on va parler du mythe de la continuité en NBA. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos participations, iTunes, Spotify, YouTube, Podcast Addict, etc. Un peu tout et partout. Merci beaucoup pour tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.